Plus de signal analogique, place désormais à la télévision numérique terrestre. Le préfet d'Abidjan a procédé ce samedi 13 novembre 2021 à l'extinction officielle du signal analogique. La France commémore ce samedi les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait plus de 130 morts en même temps que le procès en cours depuis septembre. Bonsoir, merci de suivre le 19h. C'est la fin du signal analogique en Côte d'Ivoire. Son extinction est effective depuis ce matin. Un acte posé par François Germain Goune, préfet d'Abidjan, au centre émetteur d'Abobo. C'est donc le passage définitif à la télévision numérique terrestre TNT, comme nous le fait savoir Alassane Drabo. C'est désormais acté. Le signal TV analogique s'est définitivement éteint ce jour au centre émetteur d'Abobo. Le Grand Abidjan et ses environs ne sont désormais couverts que par la TNT, télévision numérique terrestre, effective depuis le 8 février 2019. Cette extinction du signal télévisuel analogique, une grande réussite pour le préfet d'Abidjan. Et nous sommes heureux que ce qui nous est offert aujourd'hui va permettre à tous vos téléspectateurs qui deviennent de plus en plus exigeants d'être satisfaits et de procurer à vous-même qui êtes au four et au moulin, d'avoir la satisfaction morale qu'on ressent lorsqu'on a été utile pour soi et pour les autres. Un fait historique selon le président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion. Venance Conan invite les populations à s'offrir rapidement leur kit TNT afin de recevoir les images. Des images d'une qualité supérieure. Lorsque la Côte d'Ivoire est passée de la télévision noir et blanc à la télévision couleur, c'est un peu le même effet. On passe d'un monde à un autre. C'est la marche du monde, c'est l'évolution technologique. Aujourd'hui, nous découvrons la TNT. Oui, chaque séparation a sa mélancolie. Nous qui avons connu l'analogique, qui avons vécu dans l'analogique pendant toutes ces années, on va le regretter un peu, mais au fur et à mesure, quand on va voir la qualité de la TNT, on finira par l'oublier très vite. L'un des grands avantages de la télévision numérique terrestre, la gratuité d'au moins 7 chaînes de télévision, dont les 3 chaînes du groupe RTI. Avec ce basculement, la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère, une télévision de grande qualité, en images et en son. Direction la commune de Koumassi, où les habitants des quartiers Félix Houphouët-Boigny et Prodomo ont été déguerpis. Une démolition initiée par la mairie. Cette opération a provoqué des grincements de dents et la colère des riverains. On en sait plus avec Abdoul Aziz Guira et Anissette Conan-Blessing. Koumassi Nord-Est, 18h ce vendredi. Engins de démolition endommagés, motos incendiées, voie publique inaccessible. Les habitants du quartier Houphouët-Boigny sont en alerte. Armés de bois, ils sont sortis nombreux pour exprimer leur mécontentement à l'égard de la mairie de Koumassi qui a initié une démolition sans préavis ni mise en demeure de leurs biens immobiliers. Un acte qu'ils jugent inacceptable. Nous avons une situation de guerre, disons. Nous avons toujours des attaques récurrentes et des démolitions de nos quartiers. Il y a un quartier qui est déjà loti avec un arrêté ministériel qui est restauré par la Cour suprême. Nous sommes dans un pays de droit. On saisit la mairie dit bon, ce n'est pas de leur compétence. On dit bon, ils vont nettoyer les bordures des rues. Nous sommes d'accord, nous allons sensibiliser la population. Et après maintenant, ils débordent, ils rentrent dans le quartier. Nos femmes sont parties voir le maire pour lui demander qu'est-ce qui se passe dans notre quartier. Le maire ne veut pas les recevoir. Commerce, habitation, lieu de culte, rien n'a été épargné par les agents de démolition. Certains riverains affirment ne pas avoir eu le temps de ranger leurs affaires. Nous n'avons pas eu de mise en demeure. Donc on n'a pas fait sortir les appareils, tout est resté dans l'église. On m'appelle, on dit qu'ils sont en train de casser l'église avec Caterpillar. Et j'arrive, tous mes fauteuils, tout est endommagé, tout. Ils ont tout cassé. J'étais au travail, ma femme m'appelle, qu'ils sont en train de casser chez moi. Au début, ils ont dit que c'est pour limiter la voie. Et à notre grande surprise, ils sont rentrés chez moi, ils ont commencé à casser. Il y a combien de familles maintenant qui vont se retrouver délaissées sans toit? Non, moi je suis vraiment déçu, je suis dépassé. J'ai plus les mots. Nous faisons appel d'abord à la mairie et au ministère de la Constitution et de la Justice d'essayer de voir s'ils peuvent y remédier à ce problème. Vraiment, ça nous fait plaisir. Arrivé sur les lieux peu après 19h. Les forces de l'ordre ont ramené le calme dans le quartier.
Toujours dans la commune de Koumassi, une opération de démolition a également été menée à quelques mètres du quartier Oufouette-Boigny. À la cité Prodomo, la situation est moins tendue, mais les sentiments sont les mêmes. Éric Adou, commerçant, affirme avoir fait une perte de plus d'1 million de francs CFA au cours de cette opération. Ce qui s'est passé, ça m'écoeure un peu, ça m'écoeure. Mais on n'est pas contre le développement, on est tous d'accord pour le développement. Mais c'est la manière qui n'y est pas. En matière de marché, d'abord, dans un premier temps, j'ai perdu pratiquement 400 000 francs. Ça, c'est un. Et puis, pour l'établissement même construit, on a pratiquement mis 1 200 000. En attendant une suite favorable à l'appel lancé aux autorités, plusieurs familles se retrouvent sans abri dans la commune de Koumassi, précisément dans les quartiers Oufouette-Boigny et Prodomo. On met à présent le cap sur la ville de Boaké, au centre du pays. La capitale de la région de Béké a été visitée par le ministre de l'Hydraulique. Laurent Tchagba est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de renforcement en eau potable. Léon Brou. Lac de la Loca, principale source d'eau potable de Boaké. Le ministre de l'Hydraulique satisfait du stock disponible avant la période sèche de décembre prochain à avril 2022. 12 millions de mètres cubes, soit la même quantité d'eau qui a permis de couvrir la saison sèche dernière, les besoins en eau potable de Boaké et environ. Nous avons aujourd'hui 12 millions de mètres cubes. Les populations consomment en moyenne 800 000 mètres cubes par mois. Donc nous avons 6 mois. En faisant le calcul, vous voyez qu'on tient bien le bout. Cela dit, Boaké est-elle à l'abri des pénuries d'eau potable en cas d'aggravation de la sécheresse? Pour répondre, cap sur le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Boaké et 120 localités environnantes. Prise d'eau au lac de Kossou, station de pompage, usine de traitement de la Loca pour l'amener d'eau potable à Boaké. Les travaux passés au peigne fin. Taux de réalisation 62%. Premier test janvier-février, début mars, nous allons emmener de l'eau ici jusqu'à l'usine ici pour alimenter l'ancienne usine de la Loca. Et on compte au mois de septembre l'année prochaine fournir de l'eau, la production sur Boaké. Fin de ces travaux, octobre 2022, le ministre de l'Hydraulique peut donc garantir l'eau potable pour Boaké et la capacité de la ville à accueillir la CAN 2023. Les travaux ont tellement bien avancé qu'en cas de difficulté au niveau de la Loca, je pourrais pomper directement de l'eau de Kossou pour pouvoir donner à la population. Les choses avancent pour véritablement terminer les chantiers en fin 2022. Et en ce moment, nous serons vraiment en avance sur l'événement majeur qui va avoir lieu à Boaké, à savoir la CAN. Le gouvernement a initié pour près de 170 milliards de francs CFA le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Boaké et 120 localités environnantes au lendemain de la crise de l'eau potable de 2018. Objectif, résoudre durablement la question de l'eau potable à Boaké. À Grand Bérébi, la police maritime bénéficie d'un nouveau bateau vedette, un engin qui devrait lui permettre d'effectuer aisément les patrouilles en mer. Plus de détails avec Sam Conan, notre correspondant dans le Bas-Sassandra. Une vedette des patrouilles d'une valeur de 20 millions de francs CFA avec un moteur d'une puissance de 150 chevaux mise à la disposition des affaires maritimes de Grand Bérébi par l'ONG Conservation des espèces marines et son partenaire américain Rainforest. Objectif, lutter efficacement contre la pêche illégale, la piraterie maritime et toutes sortes de trafics illégaux dans les eaux riches en poissons et autres fruits de mer. Le projet de création de la première aire marine de Côte d'Ivoire a eu bon écho auprès de nos partenaires, dont Rainforest qui a décidé de nous accompagner dans ce projet-là. Et donc ce projet a consisté à faire toutes ces études qu'il faut du côté de la mer pour voir plus le gouvernement et surtout de nous aider à accompagner les affaires maritimes portuaires en mettant à leur disposition un bateau pour la surveillance de cette petite zone dédiée à la conservation, mais aussi pour toute forme de trafic et pratiques illicites comme la pêche illicite. Le gouvernement a classé depuis l'an dernier Grand Bérébi comme première aire protégée de Côte d'Ivoire. La mise à disposition de cette vedette va donc renforcer la surveillance de cette aire protégée. Puisque la côte ivoirienne
un peu en poisson. Non, il y a les nuits, il y a des navires qui viennent pour pêcher et ils ne touchent pas le côte, mais ils s'en vont avec le poisson. Et c'est une occasion, n'est-ce pas, pour les éloigner des côtes ivoiriennes. Merci à l'ONG SEM, Conservation des Espèces marines, qui, avec son partenaire Rouen Forest Trust, a bien voulu appuyer le gouvernement ivoirien dans sa logique de préserver nos acquis, dans sa logique de donner une autre image à notre police maritime, parce que la sécurité en mer, elle est très sensible et elle est importante. En plus de la vedette, l'antenne des affaires maritimes de Grand Biribi a reçu une moto, toujours des mains de l'ONG Conservation des Espèces marines. Parlons religion. La mosquée Fatima Zahat dans la commune de Grand Bassam a abrité récemment une rencontre de prière et d'adoration pour la paix. C'est une initiative de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'étranger, 6 ans après, plusieurs hommages ont été rendus ce samedi 13 novembre par les autorités françaises à Paris, à Saint-Denis, pour commémorer les attentats du 13 novembre. Une commémoration qui se fait au moment où le procès éprouve les victimes et façonne la mémoire collective de ces attaques. Accompagné notamment de la maire de Paris, Anne Hidalgo, le Premier ministre Jean Castex a entamé la tournée d'hommage par un dépôt de gerbes suivi d'une minute de silence devant le Stade de France avant de prendre la direction des terrasses de café et du Bataclan à Paris, où des commandos téléguidés par le groupe État islamique avaient tué 130 personnes et fait plus de 350 blessés en 2015, semant l'effroi dans le pays. 6 ans après ces attentats, la menace terroriste reste très élevée en France, mais prend désormais de nouvelles formes. Et dans le cadre du procès du 13 novembre 2015, l'ancien président français François Hollande a passé plus de 5 heures à la cour d'assises spéciale comme témoin. Le récit d'Anicette Conan-Blessing. Un témoin spécial appelé à la barre. François Hollande a été entendu à la cour d'assises spéciale de Paris. Costume sombre et chemise blanche, il a raconté son 13 novembre dans une salle d'audience comble. On a aussi appris la réalité des frappes, des décisions qui sont prises dans un conseil de défense. On a aussi appris qu'il est venu au Stade de France sur une impulsion de dernière minute et donc a priori il n'était pas visé par les attaques ce soir-là. Et donc sa venue a permis de faire apparaître certaines vérités que seul lui pouvait faire apparaître. Et à ce titre-là, c'était fondamental pour les parties civiles. Sans un regard vers le boss des accusés, l'ancien président a justifié sa politique étrangère au Moyen-Orient. Je crois que les victimes l'ont beaucoup dit pendant ces 5 semaines, c'est qu'on n'a pas été frappé au hasard mais à l'aveugle. On a été frappé parce qu'on représentait la société française. Et à voir le chef de l'État de l'époque venir dire que la société et l'État doivent une reconnaissance aux victimes, que leur indemnisation est normale, c'est des choses qui avaient évidemment déjà été dites d'un point de vue politique, mais c'est important qu'elles soient aussi entendues dans cette salle d'audience. Et je crois qu'elles expliquent une partie des propos des parties civiles dans les 5 semaines de témoignage. Revendiqués par le groupe État islamique, ces attentats ont causé la mort de 130 personnes. La plus grande audience criminelle jamais organisée dans l'Hexagone durera jusqu'au 25 mai 2022. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À demain pour une autre édition.